45 millions de kilogrammes de plastique ont été extraits des profondeurs océaniques et des réseaux fluviaux par une seule organisation non gouvernementale en un peu plus d'une décennie. Pourquoi un simple projet local s'est-il transformé en la plus vaste opération de nettoyage jamais documentée dans l'histoire de l'humanité? On pourrait penser qu'une telle accumulation de déchets est une fatalité face à l'immensité des courants marins, mais en réalité, une précision logistique et technique sans précédent a permis d'inverser la tendance là où d'autres avaient échoué. L'origine de cette avancée colossale provient d'un constat visuel accablant réalisé par un adolescent lors d'une séance de plongée sous-marine. Mais ce n'est que le début. Ce qui n'était au départ qu'une déception personnelle face à la pollution a déclenché la mise en place d'une infrastructure industrielle capable de retirer l'équivalent de 100 millions de livres de débris de l'écosystème planétaire. On voit comment des systèmes de barrières flottantes et des navires spécialisés s'articulent pour intercepter les flux de polymères. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Chaque kilogramme de déchets récupérés est soumis à un protocole de traitement rigoureux comprenant le retrait physique de l'eau, le tri sélectif par catégorie de matériaux et un traitement industriel complet. Cette campagne ne se limite pas à une simple présence médiatique ou à des actions symboliques de ramassage manuel. Tout se complique encore. L'organisation a réussi à transformer cette initiative en un effort physique tangible et systématique, repoussant les limites de l'intervention humaine dans les milieux naturels les plus hostiles et les plus vastes de la planète. L'équipement sépare progressivement les débris accumulés pour garantir qu'aucune particule ne retourne dans le cycle hydrologique. La suite devient plus complexe. La question centrale réside dans la capacité de cette structure non seulement à maintenir son rythme d'extraction, mais à l'accélérer continuellement à travers les années. On peut remarquer comment la gestion des flux de déchets s'est professionnalisée pour atteindre une phase de déploiement technologique supérieure. Ce passage à une échelle industrielle marque le début d'une ère où la capacité d'action de l'homme sur son environnement change radicalement de dimension. Le traitement des matériaux collectés se poursuit ainsi de manière ininterrompue. 3 fois la superficie de la France, c'est l'étendue vertigineuse de la zone connue sous le nom de vortex de déchets du Pacifique Nord, située entre les côtes de la Californie et de l'archipel d'Hawaï. Pourquoi cette concentration massive de débris s'étend-elle sur 1 600 000 km², soit le double de la taille de l'État du Texas? On pourrait imaginer une île de déchets solides et continus flottant à la surface de l'eau. Mais la réalité physique est différente. Il s'agit d'une zone d'accumulation dynamique, où les courants océaniques circulaires capturent et concentrent les plastiques provenant des 4 coins du globe. L'équipement de surveillance permet de constater que le problème dépasse largement les débris visibles à l'œil nu à la surface des flots. Sous l'action combinée et incessante du rayonnement ultraviolet, des vagues et de l'abrasion mécanique, le plastique subit une fragmentation continue en particules de plus en plus minuscules. Mais ce n'est que le début. Ces microplastiques s'intègrent progressivement à la chaîne alimentaire marine en étant absorbés par le plancton. On voit comment ces particules polluantes s'accumulent par bioaccumulation à travers les différents niveaux trophiques pour finalement revenir dans l'organisme humain. À première vue, la situation semble statique, mais en réalité, chaque année de retard dans les opérations de nettoyage rend toute intervention future techniquement plus complexe et financièrement plus coûteuse. La suite devient plus complexe car l'humanité a différé ce processus depuis plus de 7 décennies. Le plastique a commencé à être produit et utilisé massivement à l'échelle mondiale dès le milieu du XXe siècle, sans anticipation des conséquences structurelles sur l'écosystème marin. Les scientifiques estiment aujourd'hui que cette zone précise, bien qu'elle ne représente qu'1% de la surface totale des océans, concentre environ 1800 milliards de fragments de plastique. La masse totale de ces débris oscille entre 79 000 et 100 000 tonnes de polymères divers. Pendant des décennies, le consensus au sein de la communauté des experts a été presque total pour affirmer que le nettoyage d'une telle zone relevait de l'impossible. Les coûts prévisionnels sont évalués à des dizaines de milliards de dollars américains, une somme dépassant les budgets environnementaux habituels. Et ce n'est pas encore la limite. Si l'on utilisait des méthodes traditionnelles, impliquant des navires et des filets conventionnels, le processus de collecte s'étalerait sur des milliers d'années. L'équipement sépare progressivement les déchets de leur environnement liquide,
Mais la vitesse de collecte reste dérisoire face à l'immensité du vortex. En termes d'échelle géographique et de contraintes physiques, la problématique du Pacifique dépasse la capacité de n'importe quelle solution technique proposée jusqu'à présent. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que de nouveaux volumes de matériaux synthétiques rejoignent chaque jour les courants marins. Le traitement de cette masse inerte demeure l'un des défis d'ingénierie les plus colossaux du siècle actuel. C'est ainsi que s'établit le constat d'une crise environnementale dont l'ampleur physique défie les méthodes de remédiation classiques. Le flux de débris continue de dériver lentement vers le centre du gire, stabilisant cette masse de déchets au cœur de l'océan. La matière attend une technologie capable de briser ce cycle de fragmentation perpétuelle. Le chemin vers une solution concrète se poursuit sans hâte, mais avec une complexité technique croissante. 16 ans, c'est l'âge auquel un adolescent néerlandais nommé Boyan Slat décide de remettre en question les certitudes des experts mondiaux sur la pollution marine. En 2011, lors d'une session de plongée sous-marine dans les eaux de la Grèce, il espérait observer la richesse de l'écosystème méditerranéen. Mais au lieu des bancs de poissons attendus, il ne rencontre qu'une succession ininterrompue de sacs plastiques dérivants. Pourquoi est-il impossible de simplement nettoyer cette masse de déchets? On pourrait penser qu'un tel constat ne resterait qu'une déception passagère pour un jeune homme de cet âge. Mais cette interrogation ne quitte plus son esprit et devient le socle d'une démarche scientifique rigoureuse qui durera des années. À première vue, la situation semble désespérée, mais en réalité, l'analyse méthodique des coûts et de la logistique révèle des failles dans les méthodes traditionnelles de nettoyage. L'équipement conventionnel repose sur l'utilisation de navires et de filets pour traquer le plastique sur des millions de kilomètres carrés. Slat examine les limites techniques de ces flottes massives qui consomment d'énormes quantités de carburant et de main-d'œuvre. La suite devient plus complexe. Plutôt que de poursuivre les déchets, une idée émerge. Laisser les courants océaniques effectuer le travail de collecte de manière autonome. On voit comment des barrières conçues avec intelligence pourraient utiliser les flux naturels pour concentrer les plastiques en un point précis. Cette approche technique s'aligne sur la mécanique des fluides et le fonctionnement intrinsèque de l'océan lui-même. Il entreprend alors des études en ingénierie aérospatiale à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, afin de perfectionner ses calculs. À l'automne 2012, son concept reçoit le prix du meilleur design d'ingénierie, validant la viabilité théorique de son système de barrières. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le 5 octobre 2012, alors qu'il a atteint l'âge de 18 ans, il présente ses travaux lors d'une conférence de 11 minutes intitulée « Comment les océans peuvent se nettoyer eux-mêmes ». Pendant plusieurs mois, sa présentation reste dans l'ombre avec seulement 2000 vues enregistrées sur les plateformes. Tout se complique encore en février 2013 quand les médias découvrent son projet. Le succès est immédiat et massif, provoquant une explosion de l'intérêt public en moins de 24 heures. Les dons commencent à affluer par milliers, plaçant le jeune ingénieur devant un choix crucial pour son avenir professionnel. Doit-il obtenir son diplôme ou abandonner ses études pour se consacrer entièrement à la gestion de la pollution? 300 $ seulement constituaient l'intégralité de ses économies personnelles au moment de prendre sa décision. Il choisit de quitter l'université pour se concentrer sur l'océan. Quelques jours après la diffusion virale de ses travaux, il réceptionne 90 000 $ de financement participatif. On peut remarquer comment la structure organisationnelle se met en place rapidement sous l'effet de cet afflux financier. En octobre 2013, la fondation officielle de l'organisation The Ocean Cleanup est actée alors que la présentation initiale franchit le cap du million de vues. L'équipement de recherche commence à être testé et les paramètres de conception sont affinés. Le projet quitte alors la phase conceptuelle pour entrer dans une réalité industrielle concrète. La matière grise et les ressources financières convergent désormais vers la phase de production des premiers prototypes à grande échelle. Cela tire un trait sur la phase actuelle de planification et de recherche de fonds. 528 pages. C'est l'épaisseur exacte de l'étude de faisabilité technique que la nouvelle organisation publie pour valider son concept avant de solliciter un financement à l'échelle mondiale. 70 scientifiques et ingénieurs ont collaboré à la rédaction de ce document dense afin de prouver rigoureusement la viabilité de leur idée. Pourquoi une telle débauche de données techniques était-elle indispensable avant toute action sur le terrain?
On pourrait croire qu'une simple démonstration visuelle suffirait à convaincre les investisseurs. Mais sans cette base scientifique solide, aucun partenaire n'aurait accepté de soutenir un projet d'une telle ampleur industrielle. Car le risque d'échec technique était considéré comme trop élevé par les experts du secteur. Le 3 juin 2014 marque le lancement simultané de cette étude et d'une vaste campagne de financement participatif. Mais ce n'est que le début. Les fonds commencent à affluer avec une rapidité qui surpasse toutes les prévisions initiales des organisateurs. On peut remarquer comment la courbe des dons grimpe verticalement au fur et à mesure que les détails de l'ingénierie sont diffusés. 38 000 donateurs répartis dans 160 pays différents répondent à l'appel en seulement 100 jours de mobilisation. La suite devient plus complexe. Le 15 septembre 2014, le compteur financier affiche un total de 2 154 282 $. À cette période précise, l'opération s'inscrit comme la campagne de financement participatif à but non lucratif la plus réussie de l'histoire. L'équipement et les infrastructures nécessaires au nettoyage commencent alors à être planifiés sur la base de ce capital massif. SLAT formule alors une promesse technique audacieuse, consistant à éliminer la moitié de la grande zone d'ordures du Pacifique en l'espace de 10 ans. À première vue, cet objectif semble irréalisable, mais en réalité, il repose sur les calculs précis détaillés dans le rapport initial des ingénieurs. Même parmi les partisans les plus fidèles du projet, cette cible temporelle est perçue comme un défi extrêmement ambitieux pour les capacités technologiques actuelles. Tout se complique encore. La transition vers la phase de mise en œuvre réelle des systèmes de collecte est désormais activée. L'organisation passe de la théorie à la préparation logistique pour affronter les conditions océaniques. Le processus se dirige vers la phase suivante de traitement des données et de construction des prototypes. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la structuration financière du projet. 30 navires, c'est la flotte imposante qui compose la campagne d'expédition à grande échelle, lancée durant le mois d'août de l'année 2015 à travers l'étendue du vortex de déchets du Pacifique. Cette mission déploie des moyens sans précédent pour collecter un volume de données supérieur à l'ensemble des recherches scientifiques menées au cours des 40 dernières années. Pourquoi les premières théories sur la nature de cette zone ont-elles été si radicalement remises en question? À première vue, on pourrait imaginer une masse solide et compacte flottant sur l'océan. Mais en réalité, les observations montrent que ce que l'on appelle le continent de plastique ressemble davantage à une soupe de polymères dispersée sur une zone immense. L'équipement sépare progressivement les faits des suppositions, révélant une composition inattendue de cette pollution. On peut remarquer que les filets de pêche représentent à eux seuls 46% de la masse totale. La suite devient plus complexe. Les analyses confirment qu'entre 75 et 86% des débris plastiques proviennent directement des activités de pêche menées au large. Les ingénieurs effectuent les premiers tests de prototypes, mais les résultats mettent en lumière des défaillances critiques. On voit comment les chambres à air présentent des fuites et comment les systèmes d'ancrage cèdent sous la pression des éléments. Cela démontre que le concept initial exige un niveau d'ingénierie bien plus élevé que prévu. Tout se complique encore. L'abandon de l'idée d'une barrière de 100 km ancrée au fond marin devient inévitable au profit de structures plus agiles. L'équipe opte désormais pour des systèmes flottants libres d'environ 2 km de long, stabilisés par des ancres flottantes en eau profonde. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le système 001, surnommé Wilson, commence son déploiement en 2018 sous une pression médiatique intense. L'appareil montre toutefois rapidement des limites structurelles majeures dès sa mise en service. Il ne parvient pas à maintenir une vitesse adéquate par rapport au plastique en dérive. Mais ce n'est que le début. Les débris entrent dans le périmètre de capture avant de s'en échapper à nouveau par manque de friction. On peut remarquer que vers la fin de l'année 2018, une section de 18 mètres se rompt net, suite à une fatigue matérielle localisée sur les joints soudés. L'unité doit être remorquée vers Hawaï après avoir collecté seulement 2000 kg de plastique en 4 mois de fonctionnement. D'apparence facile lors des simulations, le projet fait face à un scepticisme croissant de la part de la communauté scientifique mondiale. Une enquête menée en 2018 révèle qu'aucun expert de la pollution plastique océanique ne soutient pleinement l'initiative.
plus de 25% des spécialistes considèrent même le projet comme une mauvaise idée technique. Passage au niveau suivant. Cette phase de défaillance est pourtant requalifiée en opportunité d'apprentissage non planifiée par les concepteurs. Les techniciens retournent à la conception fondamentale et identifient le problème de dynamique des fluides au cœur de l'échec. Car sans une vitesse de déplacement inférieure à celle du plastique, le système ne peut pas retenir les déchets capturés. Le système 001B sort des ateliers de fabrication avec une taille réduite et un parachute de traînée pour créer de la résistance. Lors de son lancement en 2019, cette unité réussit pour la première fois dans l'histoire à capturer et à conserver des débris du Pacifique. On voit comment l'équipement retient des microplastiques mesurant à peine 1 mm de diamètre. Ce succès technique marque le point de bascule définitif entre les modèles théoriques et la preuve concrète sur le terrain. La matière collectée quitte le milieu marin, passant à un stade apaisé. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage des futures opérations à grande échelle. 1000 rivières, c'est le nombre restreint de cours d'eau qui, selon les recherches techniques, transportent 80% de la masse totale de plastique déversée dans les océans de la planète. Pourquoi se concentrer sur seulement 1% des fleuves mondiaux, alors que la pollution semble omniprésente ? On pourrait croire qu'un nettoyage global de chaque kilomètre carré d'eau salée serait plus efficace. Mais en réalité, cette concentration massive permet de transformer radicalement la stratégie d'intervention en ciblant des points d'entrée précis où la densité de déchets est à son maximum. L'organisation a ainsi délaissé la poursuite de débris dispersés sur des millions de kilomètres carrés pour adopter une méthode d'interception directe à la source. Le système baptisé Interceptor repose sur une plateforme automatisée qui utilise la géométrie du cours d'eau et la dynamique des flux pour optimiser l'efficacité énergétique. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment cette structure flottante s'ancre solidement à la berge, déployant une barrière de guidage installée en diagonale par rapport au courant principal. La barrière ne bloque pas intégralement le passage de l'eau, mais exploite l'énergie cinétique naturelle du fleuve pour dévier la trajectoire des débris flottants. L'équipement sépare progressivement le flux liquide des solides, en forçant ces derniers vers l'embouchure de collecte de la plateforme. Tout se complique encore lors de la phase de remontée. À l'intérieur du corps de l'appareil, un tapis roulant en acier inoxydable s'élève de manière continue, extrayant les matériaux hors de l'eau pour minimiser le contact prolongé et prévenir l'usure mécanique ou l'obstruction des composants. 50 000 à 100 000 kg de plastique peuvent être collectés chaque jour par une seule unité fonctionnant de manière autonome. L'énergie nécessaire provient exclusivement de panneaux solaires intégrés, permettant une exploitation 24 heures sur 24 sans intervention humaine constante. La suite devient plus complexe. Dès l'année 2021, le déploiement de modèles plus larges et dotés de propulsion active a permis d'étendre les capacités de capture dans des conditions environnementales variées. Le passage au niveau suivant a été rendu possible par des campagnes de financement d'envergure qui ont accéléré la transition entre les prototypes de conception et le déploiement industriel massif. On voit comment, en 2024, le volume total de retrait a dépassé les 15 millions de kilogrammes, avec des pointes de collecte atteignant 1 400 000 kg en une seule nuit de travail. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'ampleur de l'intervention technique prouve que le système a largement dépassé le stade de l'expérimentation en laboratoire. Pourquoi le sort de ces millions de kilogrammes de déchets après leur extraction est-il un enjeu aussi critique ? Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À première vue, on pourrait penser que le plastique est simplement déplacé vers une décharge classique. Mais en réalité, il intègre une chaîne de traitement complexe visant à stopper définitivement son cycle de vie environnemental. Les matériaux subissent un tri rigoureux basé sur leur composition chimique, leur niveau de dégradation et leur potentiel de réutilisation. Le plastique conservant une intégrité structurelle suffisante est nettoyé puis réintégré dans des circuits de recyclage industriel. Cependant, environ 80% des volumes collectés sont trop contaminés ou dégradés par l'exposition prolongée aux éléments pour être recyclés de manière conventionnelle. Ces résidus sont alors dirigés vers des unités de valorisation énergétique ou des systèmes de traitement contrôlés pour une élimination permanente. La matière quitte ainsi les eaux, passant à un stade apaisé où elle ne peut plus nuire à l'écosystème global. 45 millions de kilogrammes de plastique, c'est la masse totale de déchets
que les opérations de nettoyage ont réussi à extraire des eaux océaniques à la fin de l'année 2025. Pourquoi ce projet titanesque suscite-t-il encore des débats scientifiques acharnés malgré des résultats chiffrés aussi clairs? On pourrait penser qu'un retrait massif de débris ne peut être que bénéfique pour l'environnement. Mais en réalité, cette initiative dépasse le cadre d'un simple défi d'ingénierie pour devenir une intervention directe au sein d'un écosystème ouvert, dont la complexité reste encore largement méconnue. Certains experts affirment que ces efforts s'attaquent uniquement aux symptômes visibles d'un mal plus profond. La source réelle du problème résiderait plutôt dans l'augmentation constante et ininterrompue des cadences de production et de consommation de plastique à l'échelle mondiale. Mais ce n'est que le début de la controverse. La suite devient plus complexe car un autre axe de critique se concentre sur les répercussions écologiques directes des opérations de collecte. Les zones d'accumulation de plastique en surface sont devenues, au fil du temps, des habitats pour de nouvelles communautés neustoniques spécifiques. Les détracteurs soulignent que le déploiement de filets à grande échelle risque d'entraîner des prises accessoires d'organismes vivants pour qui ces amas de débris constituent désormais un foyer permanent. On voit comment les courants rassemblent ces espèces en même temps que les déchets. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'organisation responsable du nettoyage a répondu à ces préoccupations en s'appuyant sur des relevés de terrain rigoureux. Les données collectées indiquent que 99,9% de la matière extraite des eaux se compose exclusivement de plastique. On peut remarquer que les organismes accompagnateurs ne représentent qu'une fraction infime de 0,1% de la récolte totale. Tout se complique encore lors de l'analyse des risques globaux. Des évaluations indépendantes sont venues corroborer ces observations techniques. Elles concluent que les menaces pesant sur les écosystèmes marins à cause de la persistance du plastique sont bien plus graves que les risques potentiels induits par les manœuvres de nettoyage elles-mêmes. À première vue, l'équilibre semble fragile, mais en réalité, l'inaction s'avère bien plus délétère pour la biodiversité sous-marine que l'intervention mécanique. 20 intercepteurs sont désormais en exploitation à travers 9 pays différents pour endiguer le flux de déchets. Cette infrastructure logistique repose sur le travail de plus de 150 collaborateurs issus de 30 nations distinctes. La structure organisationnelle gère un budget prévisionnel de 7,5 milliards sur une période de 10